au Burkina. Bonjour Stéphane. Bonjour Roméo, bonjour à tous les auditeurs, bonjour à toutes les auditrices, bonjour également à tous nos confrères qui sont là. Le championnat burkinabé vit-il aussi ce phénomène de corruption? Bon, je pense qu'ici au Burkina, on n'a pas ce problème de fléchage de match parce que tout est très bien fait pour suivre de bout en bout ce championnat. Et puis, à partir des 3 dernières journées, tous les matchs se jouent à la même heure. Donc, ce qui fait que c'est quand même difficile de jouer ce genre de jeu. D'accord, on passe la parole à Ban Ibrahima, notre confrère du Mali. Bonjour Ibrahima. Bonjour Romain, bonjour à tous les autres confrères. Alors, Martin parle d'une épidémie liée justement à la corruption dans des rencontres de football. Est-ce qu'au au Mali, vous vivez aussi ce phénomène de corruption? Bon, le phénomène là, c'est très difficile vraiment à expliquer parce que il y a certains faits, comme, même si, parce que le plus difficile sur ce cas, c'est avoir des preuves. Savoir les preuves. Tant qu'il n'y a pas de preuves, tu penses. Les gens parlent seulement de corruption, mais s'il n'y a pas de preuves, ça reste là. Sinon, tu vas voir lors des championnats, surtout s'il reste 4, 5 journées, si une équipe doit descendre, tu vas voir l'équipe qui n'a jamais marqué. Et après 20 matchs, 5 buts, tu vas voir cette équipe va commencer à marquer des buts. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, mais c'est des trucs très difficiles. Et avec les preuves, c'est vraiment très difficile. Le deuxième problème, c'est quoi? Les équipes, là, c'est pour les propriétaires des équipes, là, c'est des membres de la fédération, soit c'est des membres de la ligue. C'est très difficile. Mais le plus important, s'il n'y a pas de preuves, chacun part à côté, mais le plus difficile, ça va être difficile. Mais ce qui est un peu frappant, ça, c'est les cas de licence. Si une équipe joue avec des joueurs ou des joueuses qui ne sont pas aptes, c'est vraiment ça. Quand même ça, comme ça, c'est des pénalités de match, mais je pense pas ça. C'est ça aussi, on peut considérer si c'est des fraudes ou palpants. Mais ce n'est pas facile. Un exemple, il y a l'équipe féminine de Super Lyon récemment qui a joué avec une joueuse du nom de Geneba Koulibaly. Mais la joueuse avait joué avec une autre équipe l'année dernière. Malheureusement, elle n'a pas démissionné. Elle a joué 2 matchs avec les Super Lions et les Super Lions ont perdu 2 matchs par évocation de l'hystéria des sangs. À part ces cas-là, je pense pas c'est les autres cas de corruption, je pense pas. C'est très difficile au Mali d'avoir des preuves, mais chacun parle à son côté. D'accord. Si je comprends bien, difficile d'avoir des preuves, mais il y a des soupçons de corruption au moins. Mais quand il y a soupçon, le soupçon c'est différent. Tant qu'il n'y a pas de preuves, le soupçon reste le soupçon. Hein. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. Non, mais fumée sans feu, c'est ce que j'ai dit. Tu vas voir des équipes, surtout la fin des championnats, partout. Tu vas voir la fin des championnats partout. Et surtout s'il y a 2 équipes qui ont le même nombre de points. Si c'est le collatéral général, tu vas voir lors des matchs des équipes, tu vas voir ce qui va. L'autre équipe va. Même le fait de galvaniser l'autre équipe pour qu'il puisse gagner. Je pense que tout ça, c'est des cas de fraude. Mais c'est très difficile. Et M. Roméo, tant qu'il n'y a pas de preuves, c'est ça. Tant qu'il n'y a pas de preuves, voilà, si on parle que les arbitres ont été sanctionnés, ça il y a eu des preuves que les arbitres ont pris quelque chose, il y a eu des communications interceptées, sinon, à part ça... Donc, si je comprends bien, au Mali, il n'y a jamais eu de décision, de sanction venant de la fédération, de la commission qui gère justement le département des arbitres. Il n'y a jamais eu de sanction. Non, il peut y avoir des fautes des arbitres, mais pas des erreurs techniques. Pas des cas de fraude. C'est ça, d'accord. Voilà, des erreurs techniques, mais pas de fraude. D'accord, vous restez avec nous, on part au Cameroun, sur le continent. Guillaume, bonjour. Bonjour Roméo, bonjour à tes auditeurs, bonjour aussi aux confrères qui sont en ligne avec nous. Alors, je ne vais pas vous poser la question parce que il y a une semaine, vous avez révélé qu'il y a des soupçons de corruption dans le football camerounais. La question que je vais vous poser,
qu'est-ce qui est à la base de ces corruptions, de tentatives de corruption? Alors, ce qui est à la base de cette tentative de corruption, on va dire qu'il y a plusieurs phénomènes divers. Il y a plusieurs phénomènes divers et à plusieurs niveaux. Je crois que vous vous rappelez, il y a quelque temps, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, était devant la commission de discipline de la FECAFOOT pour des soupçons de matchs truqués. C'est ça. Je crois que tout le monde se rappelle de cet épisode. Il était incriminé avec le président du club champion l'année de la saison dernière, Victoria United, le président Coin Valentine. Alors, ce qui a conduit à cette décision, c'est qu'il y a eu un enregistrement audio qui a fuité sur la toile. Dans cet enregistrement, Samuel Eto'o donnait toutes les garanties à ce président que l'objectif de la fédération était que son club soit champion. Donc, c'était extrêmement grave et vous convenez avec moi qu'à ce moment-là, si le président de la fédération a déjà un parti pris, il a déjà donné des garanties à un président de club que lui, en tant que président de la fédération, va tout faire pour que son club soit champion. Il n'y a qu'à activer le levier des arbitres pour parvenir à cette décision, encore plus que le président de la commission des arbitres au Cameroun, M. Foko Kamula, est membre du comité exécutif de la fédération camerounaise de football. Donc, du coup, il est facilement manipulable par le président Samuel Eto'o. Ça, c'est un niveau. Maintenant, l'autre niveau, c'est que, comme je le disais la semaine dernière, les arbitres sont à 3 ans, bientôt, qui n'ont pas reçu les émoluments de leurs prestations sur les différents terrains. Actuellement, les arbitres sont en grève. Donc, imaginez un arbitre qui, pendant 3 ans, n'est pas payé pour ses prestations lors des championnats. Et vous convenez avec moi que même s'il n'y a pas de preuves, la seule façon pour lui d'être rémunéré, c'est de prendre des pots de vin par-ci par-là des différents présidents de clubs pour pouvoir forcer les résultats des rencontres. Et les cas comme ça sont tellement récurrents que pour le compte de la saison dernière seulement, les arbitres ont été bastonnés dans les stades ici au Cameroun une bonne dizaine de fois. Et tout ça n'est pas très, très réduisant pour le football camerounais et partant pour le football africain. D'accord. Boris Adakanou, chez vous à Dakar, est-ce qu'on note ces phénomènes de soupçons ou de tentatives de corruption dans le football? Effectivement, vous savez, en Afrique, on ne peut pas aujourd'hui dire qu'il n'y a pas de corruption. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas il n'y a pas ce fléau-là. Dans presque tous les pays ici au Sénégal, je peux le dire la dernière fois, et qu'il y a eu cette affaire, c'était en 2018 où l'arbitre Daouda Gaye a été rapidement été suspendu par la fédération et après une soigneuse étude a finalement été blanchie et juste après ça, il y a eu beaucoup plus de calme autour de ces affaires, mais ce n'est pas parce qu'on n'en parle plus aujourd'hui qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a plus de corruption, qu'il n'y a plus ces arbitres-là qui sont soudoyés. Vous comprenez, quand vous êtes en Afrique, vous savez déjà que les arbitres, en général, ce sont des gens qui font d'autres activités à côté, et même que ce soit en Europe et en Afrique ici, vous avez des professeurs de sport qui sont payés à 35 000, à 40 000, qui sont rapatriés pour siffler des matchs à enjeu. Vous comprenez tout simplement que c'est facile d'être corrompu. Et quand vous voyez aujourd'hui les mêmes dirigeants de clubs qui sont à la tête des commissions et qui ne peuvent pas sanctionner parce que c'est eux-mêmes qui sont à la base de ces genres de fraude, il faut dire, j'accuse moi en général les dirigeants africains qui refusent en tout cas de prendre ce sport-là, de rendre les choses assez professionnelles. Que ce soit, nous sommes d'accord qu'être arbitre, c'est quelque chose de très compliqué. Même en Europe, en Espagne aujourd'hui, il n'y a pas de week-end où il n'y a pas de polémique autour de l'arbitrage. Mais en Afrique, c'est assez grave. Au Sénégal, ici, il y a toujours des matchs en championnat le week-end dernier et les médias en ont parlé, les supporters en parlaient. Quand vous voyez des décisions des arbitres qui sont assez lunaires, on ne peut pas aujourd'hui dire que voilà, il n'y a pas de corruption. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire tout simplement, c'est de mettre un système en place, de savoir qui peut être arbitre, de bien rémunérer, bien payer les arbitres, et maintenant,
il faut tout simplement signer des protocoles, il faut sortir des tests assez sévères et quand, au-delà de suspendre provisoirement ou de quelques années des arbitres, il faut maintenant emprisonner. Parce que s'il faut guérir une pandémie, il faut prendre des décisions assez fortes, comme la pandémie coronavirus il y a quelque temps. Il y a eu un confinement, le monde entier a été paralysé pendant des mois. Donc aujourd'hui, s'il faut changer les choses en Afrique, ici par exemple, il faut commencer par emprisonner et sanctionner lourdement. Quand un arbitre va savoir qu'il va aller prendre 200 000 pour mal siffler, pour en tout cas aider un club à gagner un match, et après, quand il sera arrêté ou bien quand il sera démasqué, il va prendre une peine de peut-être 2 millions d'amende et va passer environ 6 mois, 1 an en prison, il y aura la paix. Donc il faut commencer par frapper et que les dirigeants africains mettent les moyens à la disposition de ces arbitres. On ne peut pas prendre tout le temps des professeurs de sport qui prennent 10 000, 15 000 qui sont obligés de raqueter de gauche à droite pour venir siffler des matchs en jeu. Aujourd'hui, il y a les paris sportifs. Et c'est également un autre phénomène. Ce sont des millions chaque week-end qui partent avec ces histoires de paris sportifs. Et donc aujourd'hui, c'est un système, en tout cas, je pense qu'il faut aller à la base. Il faut une prise de conscience de nos dirigeants. Et aujourd'hui, on peut espérer que ça change. Sinon, la corruption est bel et bien existante ici en Afrique. D'accord. Stéphane Ouattara, chez vous au Burkina, vous avez confirmé que vous ne sentez pas ce phénomène de corruption. Oui, ça n'existe pratiquement pas dans le football burkinabé. Comment on arrive à gérer la situation pour qu'aujourd'hui tout se passe bien, à part le fait de programmer des matchs en jeu simultanément? Qu'est-ce qui se fait concrètement? Moi, je pense que là, il va falloir mettre beaucoup de moyens à la disposition des hommes de tenue, des arbitres. Déjà, avant les matchs, il va falloir qu'on les paye bien. Parfois, c'est le salaire qui a amené l'homme à peut-être faire des erreurs professionnelles ou à laisser de côté la règle, la norme professionnelle et à vouloir chercher plus. Et en plus de ça, le deuxième aspect, je pense qu'il va falloir aussi augmenter le niveau de suivi. Le niveau de suivi des matchs, surtout aussi les arbitres. Bon, je ne voudrais pas de les espionner parce que espionner, c'est contre l'éthique. À mettre en œuvre leur vie privée. Mais on le voit, ça se fait en Europe parfois, un beau jour, et on soit sorti des dossiers sur un arbitre qui a peut-être fait un mauvais match ou qui a eu un comportement déplacé, etc. Je pense qu'ici aussi en Afrique, vu que le phénomène commence à prendre de l'ampleur, surtout au Kenya, en Éthiopie, et même parfois en Ouganda, et je pense qu'il va falloir augmenter le niveau de suivi, en plus de mettre tous les éléments de sécurité à la disposition des arbitres pour le travail. Merci beaucoup Stéphane Ouattara. Je suis avec Martin à radio en studio. Martin, vous avez eu le temps d'écouter les confrères. Beaucoup parlent de paris sportifs, des arbitres qui sont mal payés. Alors aujourd'hui, que doit-on faire pour arrêter ou freiner la pandémie ou l'épidémie, si on peut le dire ici? Je vais peut-être choquer mon confrère du Burkina. C'est pas parce que c'est calme qu'il n'y en a pas. C'est même à ce moment que c'est dangereux. Le calme avant la tempête. Parce que ces arbitres, moi je les vois sur le continent. Je les vois régulièrement dans les éliminatoires et dans les compétitions africaines. C'est pour ça que je les lis toujours à leur pays d'origine. C'est ça. Et ce n'est pas faste, leur prestation. Ils ont un autre type d'arbitrage à la maison. C'est ça. Et un autre sur le continent. Si sur le continent où c'est le summum, c'est pas bon, où ça reste encore à faire, ça veut dire qu'à la maison, il y a aussi des difficultés. Aujourd'hui, ces difficultés-là, il ne faut pas se voiler la face. Elles existent partout. Partout. Pas plus qu'hier, il y a un de mes confrères qui me parlait d'un match, un jeu où le petit poussé
était en train de gagner le favori, où l'arbitre a tout fait pour que le score n'aille pas très loin. Et ça grognait dans les tribunes. Moi, je n'étais pas là et je connais un peu la rivalité qu'il y a entre ces deux équipes et tout. Mais là, ce n'est pas encore la preuve de la corruption. Mais en termes de prestations, ça mène les uns et les autres à se poser des questions. Quel intérêt un arbitre a à favoriser une équipe? C'est ça. C'est la question qu'on doit se poser. C'est vrai que chacun d'entre nous a dans son cœur, au fond de lui, un maillot. C'est ça. Qu'il soit en club ou en sélection, chacun, et ça peut jouer. Mais au-delà, quel intérêt on a à favoriser ou à déjouer le résultat réel d'une rencontre? C'est cette question-là qu'il faut se poser. Maintenant, au-delà, tout le monde parle d'argent. C'est ce problème-là qui se pose aujourd'hui avec Acuité là. Il s'est posé plusieurs années en avant quand il s'est agi des douaniers. Ce n'est pas qu'un seul pays. Tous les pays qui avaient des douaniers, ce problème s'est posé. Il y a eu des états généraux dans certains pays pour décider de la conduite à tenir pour que la douane se comporte bien. Ça s'est posé au niveau de la justice. Comment faire en sorte que la justice ne soit pas corrompue? Et ça se pose encore dans plusieurs pays. Et c'est des milieux où il y a de l'argent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous amenez le monument des arbitres à 1 million par match, supposons si on avait cet argent-là, on l'amène à 1 million par match. Ça veut dire que si vous l'amenez à 1 million par match, ça veut dire que vous aurez des dirigeants qui sont multimillionnaires, qui seront capables de dire à un arbitre: moi, je te donne sec. Tu peux même abandonner ce que la fédération te donne. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas... C'est vrai que l'argent a ce côté-là, oui. Mais au-delà, aujourd'hui, c'est la question de l'éthique qui doit nous intéresser. La question, on n'a pas poussé quelqu'un à être arbitre. De la même façon qu'on n'a pas poussé quelqu'un à être arbitre, on n'a pas poussé quelqu'un à être dirigeant d'un club. Ou on n'a pas poussé quelqu'un, si je peux m'exprimer ainsi, à être responsable du club. Ces gens-là, moi, dans mes différentes émissions, c'est ce que j'ai dit. Je m'en fiche des arbitres. Je m'en fiche de la fédération. Mais c'est des gens qui se réunissent en assemblée générale pour déterminer un budget. Et c'est eux qui trouvent le moyen de mobiliser de l'argent pour aller jusqu'à la fin de la saison. Maintenant, si par la faute d'un arbitre ou d'un trio arbitral, il va se retrouver en deuxième division, on parlait de l'AS Denguélé. Ouais. Je ne sais pas, peut-être que c'est leur prestation moyenne qui les a amenés. Mais si l'AS Denguélé doit se retrouver en deuxième division parce que l'AS Denguélé a eu des problèmes d'arbitrage tout au long de la saison, c'est des gens qui ont financé, des gens qui ont saigné leur poche pour que le club ou des joueurs puissent être payés, pour que des joueurs puissent être assurés, transportés, hébergés, nourris, pour qu'il y ait des résultats. Et vous les avez envoyés en deuxième division, par votre faute. Donc je pense quand même qu'il y a quelque chose sur lequel on peut travailler. La première des choses, c'est ceux qui composent même la commission d'arbitral. J'ai vu le communiqué ou la lettre de démission de l'arbitre ivoirien. Il parle de probité. C'est là où ça doit commencer. Tu ne peux pas être, même si tu es un ancien arbitre, est-ce que pendant que tu as été arbitre sur le terrain, tu t'es bien comporté? Parce qu'il a été exemplaire. C'est ça le problème. Mais si, parce que j'ai raccroché et que je rentre à la fédération, on me donne. Si moi-même j'ai toujours été corrompu, ça veut dire que je vais impacter tous ceux dont j'ai la charge. Alors, Ban Ibrahima, vous êtes proche des arbitres. Aujourd'hui, quelle est la solution, selon vous, pour permettre aux arbitres de ne pas trop succomber à cette tentation de corruption, bien sûr? Bon, premièrement, c'est la formation. Bon, après moi, c'est la formation. Après la formation, c'est ce que notre confrère vient de dire tout de suite là. On n'a jamais obligé à quelqu'un d'être arbitre, quelqu'un d'être joueur. Côté moral, je pense que c'est le plus important. Sinon, tu vas voir, les arbitres, souvent les problèmes viennent des arbitres internationaux. Tu vas voir, les matchs des arbitres internationaux, souvent, c'est des problèmes. Alors qu'eux sont supposés d'être un peu plus outillés que les autres. Mais je pense qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Il y a du côté l'éthique et surtout le moral de l'arbitre. L'éthique et le moral de l'arbitre. Et aussi, souvent, il y a l'influence aussi
des responsables des arbitres. Il y a l'influence, parce que souvent c'est un couteau à double tranchant. Tu vois, l'influence vient en haut et qui parachute sur la commission des arbitres et aussi passe par les arbitres. Mais je ne pense pas que ça va être très difficile parce que c'est un fléau mondial maintenant, que ce soit en Afrique, en Europe, imagine. Et si lors des matchs internationaux, des clubs, tu vas voir, c'est la fédération qui doit accueillir l'arbitre et tu vas amener l'arbitre à l'hôtel. Ouais. Il y a tellement de choses, il y a beaucoup de choses qui sont faites de telle sorte que ce qui encourage même souvent la corruption. La corruption, tu vois, c'est sur l'heure des CAN, maintenant, lors des CAN, tous les arbitres sont logés, même il n'y a pas un arbitre à telle ville, un arbitre à telle ville. Chaque arbitre est logé dans un hôtel. Et lors des matchs, ils font juste le trajet pour aller au stade. Mais ça, je pense qu'avec ça, c'est facile. Mais surtout, ce que je pense, il y a aussi le côté de l'argent. C'est le fleuve de la guerre. Hein. 90% des arbitres, soit c'est des anciens joueurs, des joueurs qui ont, souvent c'est des anciens joueurs, des athlètes, et surtout les professeurs d'IPS. Bon, ce n'est pas facile. Un match, 90 minutes, 20 000, 80, 30 000, oui, 40 000 même, c'est beaucoup. Hein, surtout en Afrique de l'Ouest, là, je ne sais pas le montant de tout le monde. D'accord. Ibrahima, on va écouter aussi Guy et Tom. C'est vrai que la tentation, elle est si grande, si forte. Guy, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une possibilité de freiner ce phénomène, ce fléau qui gagne pratiquement tout le continent? Absolument, Roméo, absolument. Il y a un moyen. Le confrère parlait tout à l'heure d'augmenter réellement les émoluments dus aux arbitres, c'est-à-dire mettre ces gens à l'abri du besoin. Ce que je dis, c'est que ça ne va pas complètement enrayer le phénomène de corruption, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les plus grands corrompus et corrupteurs sont souvent ceux-là qui ont des situations financières beaucoup plus stables que certains. Mais je dis quand même qu'il faut mettre ces arbitres-là à l'abri d'un certain besoin élémentaire, parce que au fond, c'est ce qui pousse ces gens à prendre de l'argent à gauche, à droite pour fausser les résultats des rencontres. Je prends un exemple simple. Il y a quelques années, les émoluments d'un arbitre au Cameroun pour une rencontre, lorsqu'il se déplaçait, lorsqu'il sortait de sa ville d'origine, s'élevait à 300 000 francs. Dans les 300 000, il y avait son transport, naturellement son logement, et après, toutes ces petites dépenses-là aussi rentraient dedans. Maintenant, aujourd'hui, avec le nouvel exécutif, ces frais ont été divisés par 3, voire par 4. Donc, on est passé de 300 000 à environ, je crois, ils ont aujourd'hui 80 000, tout au plus pour les arbitres. Et les 80 000 ne sont pas reversés quotidiennement, ne sont pas reversés à toutes les rencontres. Comme je vous le disais, des arbitres qui ont eu 3 années déjà d'être payés. Donc, je pense que la solution, comme le disait le confrère, c'est de commenter ou alors de revoir à la hausse ces émoluments-là. Quand vous parlez d'1 million de francs, 5 millions, je m'imagine que dans vos pays, le football est beaucoup mieux structuré, parce qu'au Cameroun, ce n'est pas le cas. Chez nous, il est complètement inconcevable ou impensable de donner 1 million à un arbitre. On te dira que, mais attends, où est-ce que la fédération prend l'argent pour donner autant aux arbitres? Et ce qui ouvre donc la porte à toutes sortes de choses. Les arbitres se livrent à des pratiques qui nuisent vraiment le football. Comme moi, je pense, Roméo, pour me résumer, c'est que nous devons tout simplement augmenter les émoluments dus aux arbitres pour des rencontres. Peut-être en ce moment-là, ce sera une piste pour réduire les cas de corruption. Maintenant, il y a d'autres pistes, c'est-à-dire que le phénomène de précédents de clubs qui sont membres du comité exécutif, qui sont membres des comités exécutifs des fédérations, doit cesser. Le phénomène des arbitres, du président de commission des arbitres qui est membre d'une fédération ou alors d'un comité exécutif de la fédération doit forcément cesser, parce que tous ces postes-là entraînent des conflits d'intérêts. Moi, membre du comité exécutif, je vais forcément aller voir le président
la fédération lui dit que bon, voilà, mon équipe est en difficulté et moi, je ne veux pas descendre en division inférieure. Donc, vu que tu es mon ami, il faut user de tous les moyens pour que je sois maintenu. Mais Guillaume, ça aussi, ça va être compliqué parce qu'avant d'être au niveau du COMEX, il faut avoir une équipe, un club. Ben, ça va être compliqué pour ses présidents aussi, même si c'est président d'honneur, il est toujours lié à son club. Aujourd'hui, la configuration du football camerounais est différente. Ouais, okay. Pour être membre du COMEX, il ne faut pas exclusivement avoir un club, mais il faut c'est pour être membre de l'Assemblée générale qu'il faut exclusivement avoir un club. Le comité exécutif, c'est tout un autre organe à part. L'Assemblée générale, c'est tout un autre. C'est pour être président et aujourd'hui, au Cameroun d'ailleurs, même, il n'est même pas conseillé qu'un président de club soit membre du comité exécutif. Malheureusement, il y en a, et le président en est encore, et le président de la fédération, lors de la dernière assemblée générale de la fédération, en a compté 2 autres pour être membre de l'assemblée. Merci beaucoup Guy et Tom pour nous éclaircir sur la situation au Cameroun. Stéphane Ouattara, vous allez conclure, et sur quoi aimeriez-vous conclure? Peut-être parler du championnat national de football de première division du Burkina Faso qui tire inexorablement vers sa fin. Voilà, la 28e journée s'est jouée hier avec la victoire éclatante du leader AIMO FC 7-0 sur la SEC de Koudougou et la défaite de l'AS Douanes 2-0 face à Salitas Lefo qui a gagné 1-0. Et voilà, le soir qui a gagné 2-0 au classement. Bon, le AIMO FC est bien parti pour remporter le sacre cette saison. Parce qu'ils ont 6 points à 2 journées de la fin. Ils ont 6 points d'avance sur le leader, qui est le soir, qui a 48 points. Donc, lors de la 29e journée, un match nul seulement va suffire au AIMO FC pour plier définitivement le sacre. Et puis, il faut préciser que le AIMO FC est également qualifié pour la finale de la Coupe du Faso qui va se jouer contre le Sporting Escale. Et en cas de doublé, si le AIMO FC remporte la Coupe du Faso, la deuxième place du championnat national la deuxième place du championnat sera qualificative pour la Coupe CAF. D'accord. On reviendra la semaine prochaine sur cette actualité du foot burkinabé. Boris Adakanou à Dakar, vous voulez conclure sur quoi? Rapidement, moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut tout simplement protéger les lanceurs d'alerte. Aujourd'hui, il faut noter que si nous parlons beaucoup plus de corruption, c'est parce qu'il y a des gens qui en parlent. Il faut protéger les lanceurs d'alerte. Il faut encourager les journalistes, en tout cas, à enquêter librement sur ces affaires assez douteuses-là. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, il suffit d'en parler. On commence par menacer des journalistes. J'ai été victime, en tout cas, d'un président de club avec cette affaire-là, vous savez, et quand on commence par protéger les journalistes, on permet en tout cas, on crée des plateformes de signalement anonyme d'irrégularité et on sanctionne lourdement les fautifs, les choses vont changer. Et en fin de compte, il faut noter quelque chose, le ventre affamé n'a point d'oreille. Payez bien les arbitres. Bani Ibrahima au Mali. Ok, bon, moi je termine par seulement les finalistes de la Coupe du Mali sont connus. Il s'agit des grands clubs du Mali, le Stade Malien de Bamako et de Djoliba AC. Il y a aussi le championnat national Ligue 1 professionnel qui joue la 20e journée, soit 7 journées avant la fin du championnat. Et les 2 grands clubs qui sont à 6 points, le Stade Malien est leader. Et le Stade Malien de Bamako joue aujourd'hui à 17h face au Prédateur de Nyarela. Et le Djoliba qui suit de 6 points et joue demain face à l'association sportive de Korofina. Je pense que enfin, je pense que ce fléau doit avoir une assise pour expliquer à tout le monde une table ronde où tout le monde parle là de cette situation de corruption et on va essayer ensemble de trouver des solutions pour que dans le futur, il puisse y avoir un football sain. Monsieur Roméo. Merci beaucoup. Alors, Martin, nous avons 2 minutes pour terminer rapidement. Je crois que si on doit finir par l'arbitrage, c'est qu'on n'a pas fini cette émission. Ça ne finira pas, même demain, quand on aura l'occasion de suivre un match. C'est ça. On aura ce problème. Aujourd'hui, c'est quand même que nous puissions nous réorganiser, qu'on sache qui est à la commission d'arbitrage. Parce que si celui qui est à la commission d'arbitrage a les mains libres pour sanctionner, derrière, ça va suivre. Merci beaucoup, Martin. Boris, merci à Dakar.
Merci Roméo et à mardi prochain. Stéphane, merci. Merci Roméo, à mardi prochain. Guy et Tom, Cameroun, merci beaucoup. Merci à vous, Roméo. Merci à tous les confrères qui ont participé. Bani Brahima, vous êtes au Mali. Grand merci pour la participation. Merci beaucoup à tout le monde. Réalisation et la main devant, caméra Espoir Simfélé derrière la baie vitrée sur la machine. Nous avons Asianko Noël assisté de Olivier Coudio. Ok, moi c'est Romo Yeto. Rendez-vous mardi prochain à 10h pour un nouveau numéro de l'équipe d'Afrique. Grand merci aussi à Martin Radio qui a fait le déplacement du Niger pour être avec nous aujourd'hui dans l'émission. Ça fait plaisir de retrouver toujours un frère, un ami, un confrère. Chers auditeurs, restez avec nous, ne quittez pas. Le journal de midi tout à l'heure avec Joanita Blabotri. À bientôt.